Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Suite de la précédente vidéo concernant la résolution de la crise inflationniste, comment on résout la crise inflationniste. Vous avez entendu, si vous avez écouté mon podcast, que ça n'a rien de simple et qu'il ne suffit pas d'augmenter les taux pour résoudre la crise inflationniste. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'il va être très difficile de résoudre facilement et rapidement cette crise. Et je voulais donc revenir un petit peu sur ces raisons. D'abord au niveau, je dirais, démocrate, au niveau de la gauche, et je parle essentiellement des États-Unis parce que de toute façon aujourd'hui, tout ce qui se passe aux États-Unis va se passer ailleurs, en tout cas dans le reste de l'Occident. Donc on va se focaliser sur les États-Unis parce que de toute façon, c'est le marché directeur et de loin. Eh bien, au niveau de la gauche américaine, qu'est-ce qu'on dit? En gros, on dit, qu'est-ce qu'on fait en fait contre l'inflation? On dit, non, surtout pas, on va surtout pas taxer davantage les classes moyennes. On va essayer de taxer les riches. Alors taxer les riches, oui, c'est plus facile, ils sont pas très nombreux, ils n'ont pas beaucoup de votes. Donc finalement, ça fait pas de mal à grand monde. Donc on taxe les riches, sauf que taxer les riches, déjà, ils sont déjà très taxés. Et deux, ils ne sont pas très nombreux, donc de toute façon, vu que l'assiette est très réduite, vous n'allez pas obtenir beaucoup plus. C'est essentiellement des mesures symboliques aujourd'hui, la taxation des plus hauts revenus. Mais on ne veut pas taxer les classes moyennes. Pourquoi? Parce que les taxes moyennes, c'est l'électorat, c'est le cœur de l'électorat, c'est les faiseurs de rois aujourd'hui. C'est ceux qui vous élisent ou pas. Et donc, on fait semblant de lutter contre l'inflation. En fait, en laissant l'inflation s'exercer finalement, puisque l'inflation permet de payer le surendettement de l'État fédéral notamment. C'est une sorte de taxation cachée mais qui ne dit pas son nom. Et ce qui est fameux, ce qui est magnifique avec l'inflation du côté en tout cas gouvernemental, c'est que c'est une taxation qui ne dit pas son nom et en plus pour laquelle on peut faire blâmer le secteur privé. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'inflation vient du secteur privé, que c'est des gros méchants qui sont avides, que c'est à cause d'eux que les prix ne baissent pas, etc., etc. Et donc c'est une taxation sur laquelle on peut faire porter la responsabilité au secteur privé. Donc c'est magnifique. Vous avez le beurre, c'est-à-dire l'argent de l'inflation, puisque finalement l'inflation vous permet de rembourser vos prêteurs en monnaie de singe. Et vu que les États aujourd'hui sont surendettés, ça leur permet de garantir leur train de vie sans diminuer leurs dépenses à moindre frais. Et en même temps, vous ne passez pas pour les gros méchants parce que vous allez prendre davantage de pouvoir d'achat à votre population, puisque de toute façon, vous pouvez faire porter le chapeau au secteur privé. Donc vous gagnez sur les deux tableaux, c'est magnifique. Alors qu'il faudrait augmenter la taxation sur les classes moyennes et que ce serait vraiment une mesure juste à faire pour lutter contre l'inflation, en plus que de réduire le périmètre de l'État, on ne réduit pas le périmètre de l'État et on met en place une taxation qui ne dit pas son nom, qui est indirecte, qui est l'inflation et qui est supposément due au secteur privé. Donc c'est magnifique. Alors ça c'est du côté démocrate, c'est du côté de la gauche américaine qui, de par son discours, rend très difficile à l'opinion publique de comprendre véritablement le problème et de trouver vraiment les bonnes solutions pour résoudre la crise inflationniste. Mais vraiment le drame dans toute cette histoire, c'est que du côté de la droite américaine, c'est pas mieux. Alors les leviers sont différents, mais in fine, on ne comprend pas non plus complètement comment il faut résoudre la crise inflationniste. Alors qu'est-ce qu'on dit du côté de la droite américaine, des républicains? Alors soit dit en passant, en parenthèse, les républicains ont beau jeu de dire que l'administration Biden augmente les déficits, que l'inflation a flambé, etc. et que c'est pas bien en gros. Mais je rappellerai que le déficit public a continué d'augmenter sous Trump. Alors évidemment de façon moins sévère, moins dramatique que sous l'administration Biden, parce que là c'est vraiment le pire du pire. Ce que critiquent aujourd'hui les républicains, c'est exactement ce qui s'est passé depuis 2016. Les déficits ont continué d'augmenter, les taux Fed étaient trop bas, etc. etc. Donc il ne faut pas exagérer non plus. Cela dit, donc, parenthèse fermée, que nous disent les républicains aujourd'hui pour lutter contre la crise? La crise inflationniste, ils nous disent il faut augmenter les taux. Alors ça, on est d'accord, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez bien que
c'est ce qu'il faut faire, il faut augmenter les taux Fed. Si l'inflation est à 10%, il faut augmenter les taux à 10%. Comme ça, vous jugulez une bonne partie de l'inflation. Sauf que si vous ne faites qu'augmenter les taux, eh bien, vous conservez le surendettement de l'État. Vous conservez cette masse monétaire énorme qui sont les dépenses publiques, hein, pas seulement les dépenses des administrations publiques, mais aussi les dépenses des transferts sociaux, tous les déficits des sécurités sociales, etc. Tout ça, vous conservez cette masse monétaire excédentaire. Donc, si vous ne faites qu'augmenter les taux et que, donc, à côté, vous pensez que cela pourra résoudre l'inflation sans créer une récession, vous fourrez le doigt dans l'œil. Pour résoudre la crise inflationniste, il faut que l'argent qui est en train d'opérer comme de s'agglutiner là où il ne devrait pas, il faut que cet argent aille là où il doit aller et être plus efficace. Il faut que, en gros, les mauvais jobs soient détruits et qu'ils soient remplacés par les bons jobs, par les jobs qui créent vraiment de la valeur. Il faut que les jobs, notamment dans les administrations qui ne servent à rien la plupart du temps, il faut que ces jobs disparaissent et qu'ils aillent permettre au capital d'aller s'exercer et de créer de la valeur là où on crée le plus de valeur. Il faut que, en gros, les stases monétaires soient quélatées, pour prendre un vocabulaire un peu médical et un peu biophysique. Il faut que les stases monétaires soient quélatées pour que tous ces agrégats aillent se métaboliser aux bons endroits, dans le bon corps, aux bons endroits dans le corps économique. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais ça prend du temps. Et évidemment, c'est douloureux. Détruire la destruction créatrice, détruire des jobs qui ne sont pas assez créateurs de valeur pour créer des jobs qui sont vraiment créateurs des valeurs et ainsi diminuer la masse monétaire excédentaire, celle qui n'est pas due, c'est qui ne crée pas de valeur, c'est qui n'est là juste pour gonfler les prix sans créer de valeur. Eh bien, ça c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Évidemment, personne ne va en entendre parler. Surtout quand on veut se faire élire d'une masse, d'une foule. Et évidemment, qu'ils disent, en gros, on va prendre une simple mesure technique, on va augmenter les taux, ça ne va pas créer de récession, ça ne va pas créer de destruction créatrice, et de ce fait, on va réduire l'inflation telle qu'elle. Bien, c'est une erreur, et c'est encore une fois un drame quelque part, parce que finalement, la gauche américaine est la plus inflationniste, mais la droite américaine est aussi inflationniste, et elle ne permet pas à l'opinion publique de trouver les bonnes solutions. Et donc, on reste dans un statu quo. D'autant plus que au niveau de la droite américaine, vous avez aussi un autre problème, c'est que il y a ce discours systématique sur les tax cuts. Voilà. Il faut faire des tax cuts sans arrêt, c'est-à-dire il faut diminuer les impôts et par la magie du Saint-Esprit, simplement en diminuant les impôts, vous allez réduire la crise inflationniste. Alors, vous voyez bien que si vous réduisez les impôts sans réduire le périmètre de l'État, sans réduire ce qui vous coûte au niveau public, eh bien vous allez juste créer de l'endettement supplémentaire. Vous allez juste créer de l'endettement supplémentaire. Alors certes, vous allez libérer certaines énergies, certes, vous allez parfois, sur des taux qui étaient vraiment confiscatoires, limiter un petit peu la casse en faisant des tax cuts, mais globalement, si vous diminuez les impôts sans diminuer les servitudes de l'État, le périmètre de l'État, eh bien vous allez juste augmenter l'endettement. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez juste encore augmenter la taille relative de la masse monétaire par rapport à la quantité de biens qui est délivrée dans l'économie. Et donc vous allez augmenter l'inflation. En tout cas, vous n'allez pas du tout la juguler. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Il faut toujours revenir aux années 70-80, puisque finalement ce que nous expérimentons aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans les années 70-80, mais en pire. Voilà. Aujourd'hui, c'est pire. Donc, tout ce qui peut nous raccrocher aux mêmes problèmes et aux mêmes résolutions potentielles de problèmes, il faut pouvoir le regarder et l'analyser le plus rationnellement possible. Dans les années 80, en effet, Reagan est arrivé et il a baissé fortement les taux, notamment d'impôt sur le revenu. Vous aviez au niveau de la fourchette la plus haute sur l'impôt sur le revenu, vous aviez des taux à 70%. Donc les gens qui gagnaient le mieux leur vie aux États-Unis à l'époque payaient plus de 70% d'impôt sur le revenu. Reagan est arrivé et il a dit dans un premier temps, en 1980, si ma mémoire est bonne,
tout début donc, de son mandat, on va réduire ce taux d'impôt sur le revenu, cette fourchette haute d'impôt sur le revenu de 70%, on va la réduire à 50%. Et puis ensuite, il a refait une baisse et on est passé de 50 à 28%. Donc vous vous rendez compte, en quelques années, sur cette branche, sur cette fourchette d'impôt sur le revenu, on est passé de 70 à 28%, ce qui est énorme. Sauf que à l'époque, dans le même temps, on augmentait en effet les taux nominaux via Paul Volcker. Dans le même temps, il y avait une politique agressive vis-à-vis du Moyen-Orient pour qu'il augmente sa production pétrolière. Dans le même temps, l'État était beaucoup moins endetté qu'actuellement. Dans le même temps, l'économie, du fait que le poids de l'État était moins important, et bien l'économie était dans une meilleure situation. Il y avait une qualité de business qui était plus importante. Et dans le même temps, les États-Unis étaient dans une situation créditrice vis-à-vis du monde entier, c'est-à-dire que c'était des exportateurs nets. Le dollar était encore une monnaie forte. Et donc finalement, c'est le monde qui devait de l'argent aux États-Unis plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, c'est clairement l'inverse. Les États-Unis sont importateurs nets et de loin. Ils sont surendettés vis-à-vis du monde entier. Le dollar s'est affaibli, même si là on constate un renforcement temporaire du dollar qui est dû à une incompréhension du marché vis-à-vis de la situation inflationniste. Et donc à l'époque, en gros, vous aviez une situation qui était bien meilleure qu'actuellement. Vous aviez des déficits qui étaient moins forts, vous aviez une économie qui était plus forte, vous aviez une croissance qui était plus forte, vous aviez plus de pétrole, etc., etc. Et donc, étant donné que Reagan n'a pas fait que baisser les impôts, mais qu'il a agi sur l'ensemble des leviers, donc les taux d'intérêt, donc la baisse aussi du périmètre de l'État, il a baissé les dépenses publiques, eh bien ça a pu marcher. Et donc les mauvais jobs ont été détruits à la faveur de bons jobs, des bons emplois qui créent vraiment de la valeur. Et tout cela a permis de diminuer l'obésité, en gros l'obésité morbide de l'économie américaine et de la rendre beaucoup plus fit, beaucoup plus musculeuse, beaucoup plus efficace et saine. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout la même situation. Aujourd'hui, vous avez donc, comme je viens de le dire, une situation bien plus délétère. Et donc, si vous ne faites que diminuer les impôts, vous allez continuer à permettre une hypertrophie de l'endettement public au niveau du PIB américain. Et donc, ce n'est pas une solution. La solution n'est pas simple, la solution n'est pas uniquement technique. Il ne suffit pas juste d'augmenter les taux et, comme par magie, sans récession, sans destruction créatrice, on aura une diminution de l'inflation. Il ne suffit pas juste de diminuer les impôts comme ça, sans diminuer le périmètre de l'État, parce que c'est ce que disent les républicains. En gros, tax cuts, mais on parle de tax cuts sans arrêt, il faut diminuer les impôts, etc., etc. Mais par contre, on ne dit jamais qu'il faut diminuer la taille de l'État. Jamais on ne dit qu'il va falloir voter non au fait que le budget de l'État soit en déficit. De fait, sous les années Trump, les républicains ont voté sans arrêt des déficits publics. Donc ils ont beau jeu aujourd'hui de ne pas en parler. Quelque part, c'est un peu logique qu'ils n'en parlent pas, puisque de toute façon c'est ce qu'ils ont pratiqué eux-mêmes, les déficits publics. Et donc ce qu'il faut faire pour résoudre la crise inflationniste, et c'est ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas dit au niveau de l'opinion publique américaine et au niveau plus largement des opinions publiques occidentales, c'est qu'il n'y a pas de solution simple. Non, l'inflation n'est pas due au secteur privé, elle est due au secteur public et à l'avidité, je dirais, des foules. C'est parce que les foules croient qu'il existe un argent magique, qu'il existe un argent gratuit, que l'argent tombe du ciel, qu'elle met en place des élus qui sont complètement inconséquents et qui, in fine, donc, lui donnent ce qu'elle veut, c'est-à-dire de l'argent facile. Non, ça n'existe pas. Et donc, non, l'inflation n'est pas due à l'avidité du secteur privé, mais à l'avidité de l'opinion publique, et donc à l'avidité, in fine, de ses représentants, donc, in fine, de l'État, de ses politiques, du secteur public. Non, l'inflation ne sera pas résolue uniquement en augmentant les taux, puisque si vous augmentez les taux,
vous aurez forcément à partir d'un certain point une récession. Si vous voulez augmenter les taux sans récession, eh bien vous n'aurez pas de résolution de l'inflation puisque vous continuerez à avoir des stases néfastes, cancéreuses dans votre économie, tout un tas de tumeurs qui ne créent pas de valeur et qui au contraire affaiblissent le corps économique. Continuerez à les avoir. Il faut une destruction créatrice pour créer une véritable inversion sur l'inflation. Non, il ne suffit pas de diminuer les impôts. Si vous diminuez les impôts, il faut aussi fortement diminuer le périmètre de l'État, au moins dans la proportion de la diminution des impôts. De diminuer aussi très fortement le périmètre de l'État si vous décidez d'augmenter les impôts. Si vous ne décidez pas de toucher trop au périmètre de l'État, eh bien il faut augmenter les impôts. Et là où vous allez les augmenter, c'est sur la classe moyenne. Et tout ça doit être fait en augmentant aussi les taux d'intérêt qui vont créer aussi une récession, donc une destruction créatrice, donc le fait que les mauvais jobs soient remplacés par les bons jobs. Voilà. Enfin, au niveau de la diminution des taxes, il faut quand même rappeler que aujourd'hui, au niveau de la fourchette haute sur l'impôt sur le revenu aux États-Unis, on est, il me semble, aux alentours de 30%. On est aux alentours de 30%, je ne sais plus le taux précis, mais la fourchette haute taux du impôt du revenu américain, c'est aux alentours de 30%. Et donc, si on voulait faire comme pendant les années Reagan, il faudrait qu'on arrive in fine, donc lui, on était passé sur les années Reagan de 70 à 28%. Et bien, si on voulait aujourd'hui opérer une telle diminution sur la fourchette haute de l'impôt sur le revenu aujourd'hui aux États-Unis, il faudrait passer environ de 30% à 15% et quelques. Vous vous rendez compte? Et ça voudrait dire que, et ça c'est la fourchette haute, donc ça voudrait dire que toutes les fourchettes en dessous diminueraient d'autant. Ça semble quand même très peu probable, hein. Franchement, quand les républicains promettent des baisses d'impôts à la Reagan, les mecs, regardez-y à deux fois, arrêtez de raconter n'importe quoi parce que vous faites du mal aux Américains, vous faites du mal aux opinions publiques. Non seulement la gauche américaine détraque les opinions publiques en leur racontant n'importe quoi, mais en plus vous le faites aussi, vous n'apportez aucune solution claire, précise et tangible et sérieuse. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je finirai ce podcast ainsi. Il n'y a aujourd'hui aucune politique qui est de nature à diminuer l'inflation. Donc l'inflation va continuer à augmenter jusqu'à ce que, une fois qu'on aura fait toutes les erreurs, on finisse par faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire des efforts, tout simplement. Ça se fera dans la souffrance, mais il n'y a que comme ça qu'on résoudra le problème de l'inflation. C'est après avoir mangé du pain blanc en mangeant du pain noir, du pain rassis. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça me fait pas plaisir, mais c'est ainsi. Et donc, en attendant, l'inflation va continuer à augmenter et nous sommes aujourd'hui dans une aberration de marché, c'est-à-dire que le marché, malgré une très forte inflation et malgré le fait que cette inflation va empirer parce qu'il n'y a pas de solution facile comme je viens de l'expliquer, eh bien le marché sous-cote de façon extraordinaire l'or physique, hein, le sous-jacent or, mais encore plus les minières or. Parce que le problème des minières au niveau de l'or et de l'argent, c'est que non seulement aujourd'hui leur sous-jacent baisse de façon irrationnelle, c'est une aberration de marché, les marchés n'ont pas compris qu'on n'allait pas résoudre aussi facilement l'inflation, que ça allait continuer, et donc ils pensent que le dollar est un refuge, que les bons du trésor américain sont un refuge parce qu'ils permettent d'avoir un rendement contrairement à l'or et que soi-disant voilà, ces treasuries, ces bons du trésor américain conservent leur valeur. Et bien donc ils préfèrent se positionner là-dessus, ce qui fait baisser, décoter le sous-jacent or. Mais en plus, donc les minières ont ce problème qu'il y a une augmentation du prix de l'énergie. Or, pour aller chercher de l'or ou de l'argent dans des mines, eh bien, il faut décaisser, décaisser des tonnes de gravats, etc. Et ça demande de l'énergie, du pétrole, de l'électricité pour traiter tout ça. C'est des industries un peu énergivores, pas tant que ça, mais un peu quand même. Hein, aux alentours de 20% de leurs coûts sont des coûts énergétiques. Et donc évidemment aujourd'hui, elles perdent sur les deux tableaux, elles perdent sur le sous-jacent or et argent qui baisse de façon irrationnelle, mais quand même ça baisse, et elles perdent sur le coût de l'énergie qui augmente. Voilà. Donc aujourd'hui, les actifs parmi les plus sous-cotés par rapport à la valeur actualisée, à la vraie valeur que devraient être ces actifs, à laquelle devraient être ces actifs actuellement, eh bien ce sont, je pense, les minières or et argent
qui vraiment prennent cher, hein, pour parler familièrement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la façon de résoudre la crise inflationniste et surtout sur ce drame qui est que normalement dans l'offre politique, vous devez pouvoir trouver une solution. Alors peut-être que l'opinion publique à un moment donné ne va pas voir tout de suite cette solution, mais la solution doit exister, si vous voulez, dans l'offre publique, dans l'offre politique. Or aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que ces solutions n'existent pas. Alors vous avez quand même une frange extrêmement réduite du Parti républicain, notamment via Rand Paul, qui est le fils de Ron Paul, qui sont plutôt du côté libéral, voire libertarien, mais je dirais quand même plutôt libéral. Rand Paul, le fils de Ron Paul, R-O-N, Ron Paul c'est son père, et Rand Paul, R-A-N-D, c'est son fils. Bon, le fils est un petit peu moins libertarien que le père. Mais globalement, Rand Paul, Peter Schiff, tout ça c'est des gens qui sont extrêmement marginalisés, qui présentent la solution, mais franchement c'est 0,01% de l'offre politique aujourd'hui aux États-Unis. D'autant plus que Peter Schiff, même s'il a fait une petite excursion très rapide dans le Parti républicain, notamment avant l'élection de Trump, Peter Schiff aujourd'hui ne fait plus politique et probablement qu'il ne pourra revenir aux affaires que quand sa position, qui est une position bullish sur l'or, qui est une position anti-étatiste, n'aura été validée par l'échec de tout ce qui aura pu être fait auparavant. Donc nous allons faire probablement toutes les erreurs possibles et imaginables avant de nous concentrer sur ce qui marche. Et malheureusement, ce qui marche, c'est aussi ce qui est le plus douloureux. Mais c'est souvent comme ça. Voilà, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution facile, rapide. Non, je suis désolé. Ça ne va pas se passer simplement. On est allé trop loin, trop longtemps. Nos économies sont cancéreuses, elles ont énormément de tumeurs. Et aujourd'hui, on se demande si d'ailleurs on n'a pas des tumeurs qui se baladent un petit peu dans tout le corps. Franchement, voilà, c'est une prise en charge globale qu'il faut, au niveau évidemment des traitements d'urgence, mais aussi au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, tout ça quoi. Hein. Voilà, donc c'est une solution globale qu'il faut mettre en place. Et ça ne se passera pas simplement et sans douleur, malheureusement, et je le regrette sincèrement. Voilà, alors le problème dans tout ça, c'est que, pour finir avec Reagan, et Reagan et Thatcher notamment aussi, parce que Thatcher a mis en place aussi la même politique que Reagan en Grande-Bretagne. Le problème, c'est que ces personnalités sont restées un peu dans l'opinion comme les pères fouettards, comme les empêcheurs de tourner en rond. Mais j'ai envie de dire, si Reagan et Thatcher ont cette image aujourd'hui assez délétère, assez négative, en gros de salauds, hein, c'était des salauds, voilà, ils étaient méchants, machin, voilà, c'est la droite dure, etc. S'ils ont cette image, c'est parce que si à un moment donné il y a besoin d'un père fouettard, c'est parce qu'il y a eu des adolescents attardés qui ont fait n'importe quoi pendant trop longtemps. C'est aussi simple que ça. Si vous avez besoin à un moment donné que quelqu'un vous mette des tartes dans la gueule, c'est quand même parce que vous êtes allé trop loin dans les bêtises. C'est que vous avez vraiment fait n'importe quoi pendant trop longtemps. Salut à toutes et à tous, c'était le Rebelle Capitaliste, portez-vous bien.